Salut, c'est Romaric. Je te fais une vidéo aujourd'hui parce que je suis toujours en train de me renseigner un peu sur les villes, l'alimentation, etc. pour savoir les facteurs, les leviers sur lesquels agir pour, euh, pour résoudre ces problèmes de pollution, de, d'inégalité aussi d'accès à la nourriture et au reste d'ailleurs. Et du coup, bah là, j'ai lu, enfin je continue, j'ai pas mal de livres à lire, mais là j'étais sur le deuxième chapitre de Ville affamée, toujours, de Caroline Steele, qui est, lui, dédié à l'approvisionnement des villes en nourriture. Donc je vais... Enfin, genre, j'hallucine, bien sûr. J'hallucine des trucs... Enfin, de chiffres, genre, indécents, trucs, des folies, des aberrations, quoi. Mais j'essaie de canaliser parce que tu vois la première réaction que j'ai c'est une sorte de colère, tu vois, de colère froide. Je me dis mais comment, mais pourquoi, tu vois. Mais bon, je la canalise parce que la colère, ça crée du cortisol. Le cortisol, ça fait grossir, ça diminue les défenses immunitaires, ça inhibe la production de testostérone et donc d'énergie. Donc je canalise ça dans le travail, je lis, j'ai des idées, je fais autre chose à côté de ça. Je fais pas que lire, je fais pas que rester là. Je fais d'autres trucs utiles aussi pour la ville, je pense. Voilà, donc je consacre quand même une partie de mes journées à ça. Et je me dis, il faudrait que je trouve un moyen pour qu'on puisse travailler ensemble parce que on est tous un peu des processeurs et faudrait qu'on réfléchisse ensemble à ça parce que là, comme j'ai passé par exemple la moitié de ma journée hier à aider à rénover un local, ben genre après, si je travaille là-dessus et si je fais autre chose à côté, d'autres trucs utiles, et ben j'ai plus de vie quoi. Mais bon, pour l'instant ça va. J'ai que ça à foutre. Donc, le problème de l'approvisionnement des nourritures en ville, enfin il y a deux gros problèmes. C'est d'une part effectivement la pollution, puisque on va chercher de plus en plus loin la nourriture. On va la chercher à l'autre bout du monde des fois, ce qui consomme à mort des combustibles fossiles, faut le savoir, voilà. Ce qui, surtout après quand tu parles aussi de ce qui vient des pays non occidentaux, parce que là moi je te parle de l'agneau de Nouvelle-Zélande, tu vois, qu'on importe jusqu'ici, mais ça concerne pas que les pays occidentaux, puisque comme on draine quand même une majorité des richesses des pays en voie de développement, on est aussi la cause de pas mal de soucis, de pas mal de problèmes de déséquilibre, en fait, partout dans le monde. Juste parce qu'on n'est pas conscient que notre approvisionnement en nourriture est fou. En fait, ça fait trois problèmes, puisqu'il y a le troisième problème, en plus de la pollution, du fait de rendre un peu esclaves les populations des pays en voie de développement. Enfin, pas de les rendre, puisque malheureusement l'histoire nous montre que ça fait quand même des générations, des siècles qu'on exploite les autres populations de la Terre. Et le troisième problème, c'est la non-résilience de notre système alimentaire. Et en fait, il faut que tu saches que genre, s'il y avait un souci, une couille, dans un des grands centres d'approvisionnement, un des grands centres logistiques qu'on peut trouver en France, etc., genre, il y aurait des émeutes, des famines, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Parce que tout transite, si tu veux, par des points névralgiques, et c'est n'importe quoi. Bon, voilà, là je t'ai un peu teasé. Ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais te mettre le lien vers les notes que j'ai prises sur le premier et le second chapitre de Ville affamée, histoire que tu puisses avoir un petit peu des données, un petit peu des informations. Je les ai prises malheureusement un peu pour... j'ai pris les informations qui servent à documenter mon plan pour l'humanité, auquel j'aimerais ne plus attacher le petit mot mon. Voilà, j'aimerais que ça soit notre plan. Donc il faut qu'on trouve un moyen de bosser ensemble. Pour l'instant, voilà, je veux juste au moins avoir un plan en tête, un plan, une structure en tête. Et voilà, n'hésite pas à proposer des idées. Je vais retravailler ce que j'ai présenté pour en faire au moins un squelette
assez compacte, assez synthétique, pour que chacun puisse participer s'il le veut. Même si bon, je me doute que t'as aussi d'autres choses à faire et d'autres centres d'intérêt, voilà. Mais sache que c'est trop important, quoi. C'est trop important, il se passe une couille et on est dans la merde, quoi. Voilà. Donc achète un terrain et commence à faire ta bouffe parce que on sait pas ce qui peut se passer, hein. Voilà. Je vais te lire, du coup, quelques petites pages. Je vais commencer par te lire... ça va pas être long, hein. Je vais commencer donc par le sous... En fait, c'est la fin du chapitre 2. Là, par un chapitre qui s'appelle Sécurité alimentaire. Et à la fin de la vidéo, sur un autre sous-chapitre qui s'appelle Inefficacité d'échelle. Voilà. Donc, sécurité alimentaire. Il peut paraître alarmiste, voire indécent, de parler de sécurité alimentaire en Occident, alors que nous semblons nous trouver dans la plus grande ère d'abondance de l'histoire. Nous avons tendance à associer la sécurité alimentaire au monde en voie de développement. Sachant combien de gens à travers le monde souffrent chaque jour de la faim, il nous paraît presque obscène de nous soucier de notre propre approvisionnement. Pourtant, les deux phénomènes sont directement liés. Tous deux résultent d'un système alimentaire mondial qui est devenu fou, qui n'a plus aucun rapport avec les individus qui étaient destinés à servir. L'industrie agroalimentaire moderne fait sa propre loi. C'est un cartel transnational doté de ses propres règles, qui a davantage d'influence politique que les gouvernements et des comptes bancaires à l'avenant. En définitive, le contrôle de la nourriture constitue un pouvoir qui, au cours des 100 dernières années, est progressivement passé des États-nations, sans parler des villes, des agriculteurs et des consommateurs, dans les griffes d'une élite composée d'entreprises multinationales. En apparence, l'industrie moderne semble avoir résolu le problème de l'approvisionnement alimentaire. Au lieu d'attendre anxieusement sur le quai que le bateau arrive, nous disposons de tant de nourriture dans nos villes occidentales que nous risquons davantage de mourir d'obésité que de faim. Les supermarchés nous abreuvent de promotions, un acheté, un gratuit. Et une fois dans nos placards, les aliments semblent ne jamais devoir s'abîmer. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Pour faire court, la réponse est à peu près tout. Le transfert simple et rapide des denrées ne semble plus une question de vie ou de mort, aujourd'hui, alors qu'il l'est toujours, et sans doute plus que jamais. Les villes dans lesquelles nous vivons ont été façonnées par les systèmes modernes de distribution alimentaire. Sans eux, nos villes n'existeraient même pas. Nous dépendons de conglomérats, tout comme les citadins de l'Antiquité dépendaient de leurs empereurs, ou de leurs rois, ou, dans le cas de Londres, d'une myriade de petits fournisseurs. Mais contrairement à eux, nous n'avons pas de lien direct avec ceux qui nous nourrissent, excepté lorsque nous tendons nos billets à la caisse. En Grande-Bretagne, les supermarchés fournissent 80% de notre alimentation, mais leur prérogative est commerciale et non politique. Ils n'ont aucunement la responsabilité de nous nourrir. Si nous n'avons pas d'argent, nous ne les intéressons pas. Contrairement aux apparences, nous sommes autant sur le fil du rasoir que ne l'étaient les Romains durant l'Antiquité ou les Parisiens sous l'Ancien Régime. Jadis, les villes faisaient tout leur possible pour conserver des stocks de grains afin de parer à une attaque soudaine, alors qu'aujourd'hui l'efficience de la distribution alimentaire fait que nous constituons très peu de réserves. La plupart des aliments que nous mangerons la semaine prochaine ne sont pas encore arrivés dans notre pays. Venant des 4 coins du monde, notre nourriture arrive juste à temps. Système qui n'est guère conçu pour faire face à une crise soudaine. En 2000, la protestation des camionneurs britanniques contre les taxes sur le carburant a montré à quel point la mécanique efficace et bien huilée qui nous approvisionne en denrées peut très vite s'enrayer, et avec quelle rapidité la désinvolture dont nous faisons preuve envers la nourriture peut très vite s'évanouir. À cette occasion, la ruée sur les achats alimentaires de précaution a commencé en quelques heures. Chose sans doute surprenante pour une nation vivant sur une île, la Grande-Bretagne n'a jamais eu à s'inquiéter outre mesure pour sa sécurité alimentaire, excepté lorsque les sous-marins allemands nous ont montré à quel point nous étions vulnérables. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement a juré que nous ne dépendrions plus jamais des denrées d'importation. Mais en politique, plus jamais peut s'avérer une période assez courte. En 2005, notre pays produisait tout juste 62% de son alimentation, chiffre qui baisse régulièrement. Et la même année, le ministre de l'Environnement, Elliot Morley, déclarait dans un monde de plus en plus globalisé, rechercher l'autosuffisance pour elle-même n'est plus nécessaire ni souhaitable. Tout va pour le mieux, semble-t-il. Voilà, bref, je te passe la suite, c'est un peu centré sur la Grande-Bretagne et les États-Unis, mais en France c'est exactement la même chose. Je dirais pas que c'est pire ou moins bien, j'en sais pas assez encore pour te dire, mais voilà. Le problème donc de l'approvisionnement, donc moi ce qui m'intéressait à la base c'était la pollution, parce que je la vois dehors, je la sens, je la respire, ça m'irrite la gorge, ça fatigue, et les gens pensent que c'est normal, bref. Mais bon, du coup, je disais ça sur la construction des villes, pourquoi les villes étaient telles qu'elles sont aujourd'hui. Tu vois, elles sont bien créées autour
de ces systèmes d'approvisionnement en nourriture. Parce que c'est grâce à ça que nous vivons, bien sûr. Alors, juste pour je vais pas te faire peur. Si, je veux un peu te faire peur. Non, mais je veux juste te faire prendre conscience que on est un peu... pas dans la merde, mais notre survie alimentaire ne tient quand même pas à grand chose. Et ça, c'est à cause de ce... T'as entendu le mot conglomérat, c'est à cause des conglomérats alimentaires qui gèrent, qui contrôlent, je cite, qui contrôlent l'ensemble du système alimentaire, du gène au rayon de supermarché. C'est-à-dire que, effectivement, tout commence avec la création de... Enfin, la création, au contraire. La sélection d'un très petit nombre de variétés génétiques pour leurs propriétés productives, leurs propriétés efficientes, peut-être même nutritives, quoique moins t'as de diversité dans ton alimentation, moins t'es sûr d'avoir les nutriments dont t'as besoin, voilà. Donc déjà, il y a un problème de résilience au niveau génétique, mais ça j'y reviendrai, quand je te lirai le deuxième extrait que je veux te lire. Donc il y a déjà un souci de résilience génétique. Si une variété meurt, disparaît à cause d'un changement climatique, tu sais, parce que, je sais pas si t'es au courant, mais il y a quand même des trucs qui se passent au niveau climatique dans tout le monde, hein. Voilà. Et comme le dit Jean-Luc Mélenchon, je viens de regarder sa revue de la semaine, c'est pas parce que on parle de 2 degrés en plus, mais déjà c'est énorme, là, il fait 38 degrés, c'est-à-dire qu'il pourrait faire 40 degrés, soit plus que la température de ton corps, voilà, bref. Donc, c'est pas parce que ça augmente de 2 degrés que ça augmente linéairement de 2 degrés de partout, c'est-à-dire qu'on peut se trouver avec des canicules qui feraient 5-10 degrés, ou à l'inverse, des hivers qui seraient hyper froids. Et moi je te parle que de la vision européenne, hein, mais t'imagines dans les pays chauds. Hier je lisais un article où il disait que dans la région, je crois Pakistan, il y avait des vagues de chaleur de plus en plus mortelles, si tu veux. Alors t'imagines avec plus de degrés. C'est pour ça que je te dis, il faut prendre conscience de ça, parce qu'on risque de se retrouver avec des milliards de migrants qui arrivent chez nous, alors qu'on n'est même pas autosuffisant au niveau alimentaire. Voilà, bon, ceci étant dit. Donc, le problème, c'est ces conglomérats alimentaires, ces grosses entreprises capitalistiques, hein. Attends que je te retrouve le nombre assez marrant. Voilà, je vais t'envoyer des chiffres qui amusent. Donc, 30 entreprises gèrent à elles seules 30% de l'alimentation mondiale. Ok. Le profit des 3 plus grosses entreprises alimentaires, profit, hein, pas chiffre d'affaires. Nestlé, 61 milliards d'euros, Philip Morris et l'entreprise Kraft, 34 milliards, Conagra, je connais pas, mais 14 milliards, voilà. En gros, tout est géré par des grosses entreprises qui ont tellement de pouvoir que c'est elles qui fixent les prix. C'est elles qui fixent les prix, à tel point que tu vois, par exemple, on en parlait il y a quelques mois ou quelques années, quelques mois plutôt, à propos des producteurs de lait en France. C'est-à-dire que les conglomérats alimentaires qui gèrent d'une part la production de nourriture, hein, c'est eux qui possèdent la plupart des terres fertiles. Ces entreprises possède aussi les supermarchés, et comme en fait c'est elle qui achète à peu près tout, c'est elle qui gère l'écoulement de à peu près tout le stock de nourriture, c'est elle qui fixe les prix. Donc tu vois, par exemple, faut que tu saches que le lait en France, le lait de vache en tout cas, la production de lait de vache en France est déficitaire. Quelqu'un qui produit du lait de vache parce qu'il n'a pas le choix, parce que c'est sa formation, ou parce que c'est quelque chose qui a été transmis de manière familiale, il est déficitaire, c'est-à-dire qu'il gagne pas d'argent, il en perd quand il produit du lait. Voilà. Bref. Et c'est qu'un exemple, hein, ça se fait à l'international. Je te cite une autre aberration, tu verras dans le texte, hein, enfin dans ce qu'il y a dans la description, l'article que je vais mettre sur Medium, là, ça c'est mes notes sur Evernote, mais voilà, tu liras. Walmart décide de réduire d'1/3 le prix de ses bananes. Un jour, hein, elle décide comme ça, pour les actionnaires bien sûr, hein, voilà, c'est eux qui gèrent ça. Walmart décide de réduire d'1/3 le prix de ses bananes. Les autres distributeurs s'alignent, en conséquence de quoi les producteurs finissent par être rémunérés en dessous du minimum légal. Donc ça, c'est des producteurs qui sont aux Caraïbes et je sais plus où. Bref. Voilà, enfin c'est qu'un exemple, en fait, c'est-à-dire que, en fait, on a déjà on avait je veux pas parler, mais avant, il y avait quand même un échange, puisque la nourriture était produite à côté des villes. Je te renvoie vers ma vidéo sur
sur l'histoire des villes et des campagnes, jusqu'à à peu près l'ère pré-industrielle, il y avait des villes, des villages, des villes, et autour, il y avait leur hinterland rural, c'est-à-dire l'endroit dans lequel on produisait la nourriture. Ce qui fait qu'une ville était autosuffisante, non pas dans son cadre urbanisé, mais dans la région autour. Maintenant, comme les villes, elles s'étendent trop, il y a plus d'interland autour, on est obligé de pomper en fait partout ailleurs. Et comme nous, dans les pays occidentaux, bah en fait, on a quasiment tout est urbanisé. Notre hinterland rural, ce qui produit notre nourriture, en fait, on n'est même plus capable de produire dans notre pays, hein, en France, on peut pas produire la nourriture qui pourrait nous alimenter. Hein. Voilà, un petit truc amusant, mais c'est à propos de Londres, hein, j'ai pas le chiffre pour Paris, mais ça doit être la même chose. Si on voulait nourrir Londres avec... si on voulait nourrir uniquement la ville de Londres avec tout ce qu'elle consomme aujourd'hui, il faudrait même plus de la superficie de l'île, de la Grande-Bretagne si tu veux. Voilà. Donc comme il y a quand même plus de villes en Grande-Bretagne qu'à Londres, tu vois, tu marches un peu sur la tête. Donc voilà. On est obligé de pomper partout ailleurs dans le monde la nourriture en échange de produits à forte valeur ajoutée dont les autres pays sont dépendants, comme nous on est dépendants de leur nourriture, mais c'est quand même ces grosses entreprises occidentales, enfin moi je me sens pas impliqué dedans parce que je fais pas mes courses dans des supermarchés et je fais pas partie de ces conglomérats alimentaires, mais il n'empêche que les occidentaux, parce qu'on a ce mode de vie, eh bien, on réduit en esclavage parce qu'on a plus de pouvoir que ces pays en voie de développement, on leur impose nos règles, on leur impose les rémunérations qu'on veut, et du coup, leur développement est plus lent. Et nous, on est là à se gargariser en disant effectivement, on mange bien, on n'a pas de problème et tout, mais tu vois, comme c'était marqué dans le livre, c'est pas vrai, il suffirait de quelques jours, de blocage, je sais pas, un truc terroriste, je crois que j'en parle c'est cité dans l'extrait, mais tu vois, si les terroristes étaient pas à la solde des États, hein, comme on essaie de nous le cacher, si les terroristes étaient vraiment contre nos États, contre notre mode de vie, ils attaqueraient nos systèmes d'approvisionnement alimentaire, hein. Pas le Bataclan, pas des trucs comme ça, juste pour faire des trucs spectaculaires, non. Ça serait si les terroristes ne bossaient pas pour nos gouvernements, ils nous détruiraient très très vite en détruisant ces grands centres, ces grands pôles d'alimentation, voilà. Bref. Donc voilà, pas de résilience au niveau génétique, pas de résilience au niveau même des réserves, on n'a pas de stock pour tenir, hein. Heureusement qu'il n'y a pas de guerre, mais si, tu vois, j'ai vu la revue de la semaine de Mélenchon, et il y a un risque de guerre, tu vois, selon lui. Donc je te laisse prendre un petit peu de recul, de pas manger tout ce qu'on te dit, mais c'est bien plus grave, c'est bien plus urgent que ce que tu crois, voilà. Faut pas que ça te stresse, voilà, parce que le stress, comme la colère, crée du cortisol, mais bosse là-dessus de manière... voilà, libère-toi l'esprit, comme dit Jérémy dans un des commentaires sur ma vidéo dictature écologique ou monde post-apocalyptique. Libère-toi l'esprit, faut pas que ça te stresse non plus, mais je veux dire, c'est urgent, quoi. Il faut que tu changes tes habitudes maintenant, faut pas attendre, en fait. Faut pas que ça t'angoisse, mais il faut que tu prennes conscience, faut que tu te responsabilises tout de suite, voilà. Je vais conclure cette vidéo, donc en te lisant le sous-chapitre Inefficacité d'échelle, qui parle aussi principalement d'absence de résilience génétique, voilà. Même si l'on oublie un instant la politique, ce qui n'est jamais facile quand on parle d'alimentation, les proportions atteintes par la production alimentaire mondiale ont des implications qui nous affectent tous. Au nom de l'efficience, nous rationalisons la nature elle-même, réduisant ainsi la diversité des aliments à un point qui devient dangereux. Peu importe l'Ashmed Kernel, bon alors ça fait référence à un autre chapitre où il parle de la diversité, où elle parle de la diversité des variétés de pommes qui disparaissent en Grande-Bretagne. Peu importe l'Ashmed Kernel, mais qu'en est-il des bananes? Aujourd'hui, la quasi-totalité des bananes commercialisées dans le monde sont d'une seule variété, Cavendish, qui n'existait pas il y a 50 ans. Elle a dû être mise au point quand les stocks mondiaux de la précédente variété commerciale, Gros Michel,
ont été décimées par le champignon Sigatoka noir, l'équivalent du sensu lato, je sais pas, provoquant la graphiose de l'orme. Heureusement, une variété de bananes sauvages résistant à cette maladie, un ancêtre de la Cavendish, a été retrouvée en Inde, dans une forêt reculée. Mais si une pandémie comparable survenait à nouveau, nous pourrions avoir de sérieux ennuis. En 2006, la FAO s'est inquiétée de la vitesse à laquelle les variétés sauvages de bananes, qui se trouvent principalement en Inde, disparaissent du fait de la destruction de leur habitat naturel. La FAO a alors préconisé une étude systématique auprès des petits producteurs qui cultivent encore ces variétés non commerciales, afin de recueillir les patrimoines génétiques restants avant qu'il ne soit trop tard. L'avenir de la production de bananes pourrait dépendre de paysans qui n'ont jamais entendu parler de ces 5 entreprises, je te les cite pas, qui à elles seules détiennent 80% du marché mondial de la banane. La perte de diversité génétique ne concerne pas uniquement les plantes exotiques ou les animaux de la forêt tropicale. Elle concerne aussi les animaux que nous élevons pour manger. En Amérique, plus de 90% du lait provient d'une même race bovine. Et plus de 90% des œufs commercialisés proviennent d'une même race de poules. Selon la FAO, toujours, 30% des 4500 espèces animales utilisées pour l'élevage à travers le monde sont menacées d'extinction. En termes de sécurité alimentaire, ce n'est pas très raisonnable. Sur le plan génétique, cela revient à mettre tous nos œufs dans le même panier. C'est tout à fait ce que pense le producteur de viande, Fred Duncan. Nous dépendons d'un tout petit nombre de variétés de céréales qui constituent notre réservoir alimentaire. Or, la plupart des vaches laitières et allaitantes sont nourries avec du grain, ainsi que tous les cochons et les poulets. Si une maladie survenait, les conséquences seraient énormes, un véritable scénario catastrophe. En outre, les proportions des systèmes d'approvisionnement actuels suscitent d'autres vulnérabilités. Dans son discours de départ en 2004, le secrétaire américain Tommy Thompson s'interroge ainsi. « Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les terroristes n'ont pas attaqué notre approvisionnement alimentaire, car ce serait si facile. » Après le 11 septembre 2001, le gouvernement américain a pris cette menace très au sérieux. En effet, la concentration physique de la chaîne alimentaire la rend extrêmement vulnérable. Selon une étude menée par l'université de Stanford, la contamination par la toxine botulinique de l'un des silos à lait de 190 000 litres qui alimentent les consommateurs américains pourrait tuer 250 000 personnes avant même que la cause en soit découverte. Une autre cible éventuelle pourrait être l'État du Kansas, où 80% des vaches à viande sont élevées dans d'immenses parcs d'engraissement, contenant chacun des dizaines de milliers de têtes. Les éleveurs sont tellement inquiets pour leurs troupeaux qu'ils ont constitué une agroguarde, une sorte de surveillance citoyenne pour agriculteurs afin de les protéger. Dans le monde pré-industriel, le meilleur moyen pour anéantir une ville consistait à l'assiéger, l'encercler et attendre que les vivres manquent. Dans le monde post-industriel, la situation est inverse. Tandis que les villes deviennent de plus en plus informes, leurs sources d'alimentation sont de plus en plus concentrées. Cette tendance a des conséquences d'une grande ampleur, non seulement pour ceux qui fournissent nos denrées, mais pour l'avenir même de l'habitat humain. L'ironie veut que l'industrie agroalimentaire moderne est rendue infiniment plus complexe que ce qu'elle avait promis de rendre plus facile, l'alimentation des villes. Nous dépendons autant de nos livraisons à flux tendu, énergivores et congelés que les Romains de l'Antiquité dépendaient de leurs conquêtes territoriales, de leurs navires et de leurs esclaves. Et notre approvisionnement n'est pas plus sûr, éthique ou durable que ne l'était celui de Rome. Dans les deux cas, c'est un problème de proportion. Rome était le monstre de son époque, exploitant les systèmes d'approvisionnement alimentaire jusqu'au point de rupture. Mais on peut dire la même chose de la manière dont nous vivons aujourd'hui. Les chaînes d'approvisionnement industrielles ont beau nous sustenter en tant qu'êtres urbains, nous nous comportons comme si elles avaient peu d'importance, ce qui convient sans doute à merveille à ceux qui nous fournissent en denrées. Voilà. Bon, je crois que avec pas l'article, mais les notes que je vais te partager, je pense que tu as suffisamment de contenu à mâcher pour aujourd'hui. Après, je t'invite toujours à faire tes recherches, à pas paniquer bien sûr, mais juste à comprendre que on est dans une situation complexe quand même, difficile, une situation très risquée. Parce que, je te ferai une autre vidéo sur la transition démographique, sur la croissance des populations dans les pays en voie de développement, qui sont aussi potentiellement les plus impactés par le changement climatique. Mais c'est risqué quoi, voilà. Sur ce,
je te souhaite quand même plein d'ondes positives, parce que c'est ce dont on a besoin, voilà. Voilà, nourris-toi bien, nourris-toi localement, nourris-toi biologiquement, et pareil, je ferai une vidéo là-dessus. Sache qu'il est préférable, il est plus facile de consommer moins que de consommer mieux, voilà. Donc fais le tri des choses dont tu as besoin. Est-ce que tu as besoin de boire de l'alcool? Est-ce que tu as besoin de manger autant de viande? Est-ce que tu as besoin de tout ce que tu consommes aujourd'hui qui pollue et qui exploite les autres populations dans le monde? Voilà, je t'invite à réfléchir là-dessus. Déjà, voilà, tu as déjà pas mal de contenu à mâcher, à intérioriser. Je te demande pas de partager cette vidéo, mais de partager les connaissances que j'ai essayé de te transmettre. De faire prendre conscience aux gens, il faut les éduquer parce qu'ils sont ignorants. Faut pas leur en vouloir de ça. Faut pas être en colère et il faut continuer à fournir l'effort pour la transition écologique. Voilà, salut.